Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jour un peu particulier. Je suis déjà toute seule très impressionnée de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Daniel Kieffer. C'est une sommité dans la naturopathie. Je suis très consciente du privilège que j'ai de le rencontrer, de l'interviewer. Et vous aussi, vous avez un privilège puisque je vais vous faire partager tout ça. Alors je vais prendre mon sac, mon train et je vous retrouve directement avec lui dans son bureau. À tout de suite. Raconte-moi ton parcours. Alors un parcours qui commence dans l'enfance, comme c'est souvent le cas, avec une maman très cuisinière, très bio, très nature, donc visite des parcs, des jardins, approche de la botanique, approche d'une vie simple en banlieue parisienne, qui me met déjà un petit peu le nez dans ce côté, voilà, être à l'écoute de la nature, on va dire. Et puis, dès la fin du lycée, je m'oriente vers une boulimie d'études où je mène de front des licences, des masters en psycho, en sciences de l'éducation, en lettres, en hypnose clinique. Et en parallèle, je suis un enseignement de professeur à yoga, de sophrologie et de naturopathie à l'école Marchisseau à l'époque, entre 72 et 76. Et puis depuis, ça n'a jamais cessé, avec des formations complémentaires à droite ou à gauche, dans tout un tas de disciplines, en France, en Italie, en Allemagne, au Québec. Voilà, je pense qu'on n'est jamais achevé, donc l'aventure continue. Ta philosophie. Ma philosophie de vie, au-delà du professionnel, c'est d'être à l'écoute de l'intuition, à l'écoute du maître intérieur, donc une philosophie résolument spiritualiste, ouverte, sans dogme fermé ni exclusif. J'étais depuis l'âge de 15 ans fasciné par les religions comparées et je me suis très investi dans le bouddhisme, dans le zen, dans le yoga, tout en restant profondément chrétien, je ne peux pas dire plus. Juste une évidence qui est d'écouter ce que dit mon âme dans la voie du service, dans la voie d'une évolution permanente, humblement, efficacement. Pourquoi as-tu créé le Sénato? Alors historiquement, c'est vrai que entre 76 et 90, j'ai enseigné dans plein de structures, pour les ostéopathes, pour les infirmières, pour le docteur Willem aussi, à la faculté libre de médecine naturelle. Et puis pour plein de bonnes raisons, nos chemins se sont séparés. Et en 90, j'ai eu envie d'enseigner vraiment mon propre cursus. Et le Sénato est né comme cela, avec une vision résolument globalisante, résolument holistique. Et ce qui était à l'époque assez novateur, assez nouveau. On parlait très peu d'holisme à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu une mode aussi. Mais voilà, on fonctionne maintenant depuis 90, ça fait 39 ans déjà. Ouais. Comment choisir son praticien de santé naturopathe? Alors là, je vais prendre mon étiquette de vice-président de la FENA. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sur le marché des professionnels issus de tous les horizons, avec des formations longues, courtes, plus ou moins éthiques, plus ou moins par correspondance aussi. Depuis 85, j'étais l'un des cofondateurs de la FENAMAN, qui est devenue la FENA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de critères, on est clairement sur les écoles qui jouent le jeu de l'éthique, d'un minimum de 1200 heures de cours présentiels, avec un niveau de formation en sciences fondamentales, anat, physio, patho, qui est l'équivalent du cursus infirmier. Donc je dirais s'il y a une école à choisir et un praticien à choisir, c'est quelqu'un qui est issu de nos 8 écoles à présent. À quelle fréquence faut-il être accompagné par un praticien de santé naturopathe et pour prévenir et corriger son hygiène de vie? Il semble que le minimum absolu soit 2 fois par an, histoire de voir un peu comment évolue le terrain, comment on gère le stress, les pollutions, l'environnement. Même chez quelqu'un en parfaite santé, une visite annuelle semble raisonnable, un peu comme pour l'ostéopathie aussi. Après, quand les troubles fonctionnels ou plus graves, lésionnels sont installés, bien sûr, on va multiplier les séances en fonction des besoins, en fonction des ressources vitales, en fonction des capacités de régénérescence.
Moi, je reçois rarement quelqu'un plus de 4 à 5 fois par an. Rarement. Tes indispensables rituels de vitalité. Le soleil. Le soleil qui est assurément notre source de vie pour notre système, pour notre planète. Une source de lumière, une source de chaleur, une source d'énergie, qu'on a bien sûr largement diabolisé depuis quelques années sous le joug de certaines marques de produits anti-UV, en mettant en avant la phobie du cancer. Il faut savoir que si en effet la surexposition précoce et si les coups de soleil sont bien évidemment défavorables à la peau, en termes de vieillissement et en termes de potentiel de cancer, il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes qui sont régulièrement ensoleillées font moins de cancer que les autres. Donc il faut aussi rétablir un petit peu les choses et ça reste notre ami. Le soleil, le sommeil, deuxième clé essentielle. Bien dormir, récupérer, un sommeil profond, rapide. L'état d'énergie dans lequel on est le matin est un bon indicateur. En 3, je mettrai les éliminations. Surveiller le transit, surveiller les urines, s'offrir du sauna, du hammam. Voilà, penser à ces émonctoires. Mais la 4e qui est derrière, c'est bien évidemment d'être dans un état d'esprit ouvert à la vie, dans un oui inconditionnel à la vie dès le matin. Au-delà de la psychosomatique, on est ce qu'on mange, on est ce que l'on échange avec les autres, mais on est d'abord notre propre pensée, notre propre conscience. Et si on se relie à la source régulièrement, la revitalisation, elle est là gratuite, sans complément alimentaire. La chose la plus intéressante, étonnante que tu aies appris au sujet de la peau avec les années? Sans aucun doute, la réactivité de la peau au stress et à la vie intérieure. Combien de fois, quand on est jeune praticien, on se lance avec nos réglages alimentaires, nos compléments, notre soutien hépatique, et on pense qu'on va venir à bout comme ça des acnés, des prurites. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas forcément comme dans les livres, que la vraie vie, c'est pas comme dans les cours, et qu'il suffit parfois d'un client qui tombe amoureux pour que sa peau soit complètement remise à neuf en 2 semaines, ou délabrée en cas de souci. Je crois que c'est vraiment ça, c'est la dimension psychosomatique avec laquelle la peau répond. Les vieux profs disaient la peau se souvient du système nerveux. Et c'est vrai que c'est le même feuillet embryonnaire qui est à l'origine de notre peau et de notre système nerveux. Donc toute notre vie, la peau témoigne de cela et elle reste l'interface forcément de communication, de relation, d'estime de soi, d'image à l'autre. C'est vraiment prioritaire au-delà de tous les soins esthétiques et cosmétiques. La plus grosse erreur d'hygiène de vie que font tes clients? Alors, c'est pas forcément une erreur, mais c'est l'indiscipline. On est souvent très, très exigeant, on met la barre un peu haut. On aimerait bien qu'en un claquement de doigts, ils aient leur réglage alimentaire optimum, une gestion du stress parfaite, qu'ils se réconcilient avec l'activité physique, et ça ne marche pas comme ça non plus. Alors, on ne peut pas jeter la pierre, c'est aussi la faute, je pense, du thérapeute qui n'a pas toujours la pédagogie, la patience, et qui veut faire trop bien, trop vite. C'est très fréquent quand on sort des études, ça. Sinon, du côté du client, ce qui reste, c'est la lutte permanente contre la désinformation, la pression des médias qui nous pousse à telle ou telle consommation, la force de l'habitude aussi, qui fait que de génération en génération, on a des comportements nutritionnels, des comportements vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de la santé, qui sont stéréotypés. Et la naturopathie nous amène vraiment vers un désapprentissage, vers quelque chose qui doit remettre les compteurs à zéro et nous permettre de nous affranchir de ces programmes. Je crois que c'est là que ça se passe. D'où, bien sûr, l'importance de la pédagogie pour nous. Ouais. C'est quoi pour toi la beauté? Sûrement pas les canons esthétiques de la mode.
ou de notre époque. Sûrement pas le sex appeal et le côté attractif du masculin ou du féminin, comme on voudrait nous les vendre. Et puis quand même, tu m'interroges aujourd'hui sur la journée de la femme, donc. Petit clin d'œil intéressant. La beauté, c'est le reflet de l'être intérieur. La beauté, c'est le rayonnement, le charisme, quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'être, qu'on va retrouver chez un enfant qui dort, qui n'a besoin d'aucun produit de beauté, ou chez un vieillard qui attend la fin de sa vie, tout ridé et avec ce sourire bouddhique rayonnant, quoi. Après, sur un plan un petit peu plus philosophique, le beau, si je me souviens bien l'enseignement des philosophes grecs, le beau est de la même nature que le bien et que le bon. Ça veut dire qu'il est le fruit d'un mental éclairé, d'une certaine sagesse, d'une certaine connaissance, et d'un cœur aimant, d'un cœur ouvert. Un peu comme si on avait le père et la mère, l'intellect et le cœur, qui donnent un enfant qui est notre énergie de vie, qui est notre corps aussi, hein, qui est notre comportement dans l'action. Et je crois que le beau reflète cette cohérence-là, cette congruence, comme on dit aussi hein, en psychologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'intellectualité, dans une honnêteté intellectuelle, voilà, et dans une honnêteté du cœur. Si on est OK avec les deux, dans cette cohérence, où on reflète dans notre comportement au minimum nos croyances, nos certitudes, nos petites lumières intérieures et notre dimension de bienveillance ou d'empathie, le beau est forcément le fruit de cette alliance. Mais c'est pas vendeur parce qu'il n'y a pas de produit derrière là. Y a-t-il un secret pour garder une peau jeune et en pleine santé? Il serait déjà commercialisé. Il y en a qui auraient déjà fait des fortunes là-dessus. Non, si je suis cohérent avec ce que j'ai dit précédemment, le secret c'est peut-être d'être en accord avec soi-même et de ne pas quitter ce côté curieux et amoureux de la vie. Et je crois que ça peut répondre à tout le monde, ça. On sait très bien qu'on a le teint de notre état émotionnel, de nos conflits, de nos chagrins, de nos peines de cœur, de nos peurs intérieures. Le secret, c'est d'être peut-être plus dans la transparence. Et ça fait un lien avec la naturopathie, c'est-à-dire, je prends l'analogie du cristal. Un prisme de cristal, même si tu lui envoies une lumière blanche, il ne va jamais diffracter les 7 couleurs s'il est sale, s'il est tout encrassé. Donc il y a ce minimum de nettoyage biologique, énergétique, qui est le propre de la naturo quand même, dans nos cures de détox, pour le corps physique, mais il faudrait imaginer ce même processus de détox au plan énergétique, au plan émotionnel, au plan mental, voire au plan interpersonnel hein, et relationnel. Parce qu'en fait, la beauté, je crois qu'elle préexiste. Elle est en nous de l'ordre de l'essence, du précieux. Et tout ce qui va altérer ce précieux va se refléter dans le corps, comme un teint gris, une perte du sourire, ou une perte de l'éclat, du blanc de l'œil, ou je ne sais quoi. Donc c'est plutôt ça, être attentif tous les jours à maintenir vivant cette curiosité qui fait que la vie est nouvelle à chaque seconde, à chaque journée, et qu'on doit garder ce côté fraîcheur de la tête et du cœur, et puis ce côté aimant pour soi et pour les autres, pour la vie. Les aliments nutriments les plus importants pour avoir une peau saine? Alors, bien évidemment, ce que nous offre la nature d'une façon physiologique et ce que notre fondateur Marchesseau appelait les aliments biologiques humains, hein, le régime hypotoxique. Il est évident que tout ce qu'on va introduire dans le corps de l'ordre des molécules de synthèse va faire obstacle, va faire barrage, va poser problème au métabolisme. Et l'une des premières réactions du corps face aux toxiques et aux toxines, c'est quand même l'élimination sous forme d'impuretés cutanées, de boutons, de dermatose. Bon, une expression centrifuge, comme on dit, hein, qui va vers l'extérieur. Donc,
à l'opposé, les aliments santé sont des aliments probablement comme les fruits et les légumes crus, les graines germées, et puis tout ce qu'on appelle les super aliments aujourd'hui, avec le pollen frais, avec l'eau de mer, le quinton, avec le germe de blé, avec les plantes adaptogènes éventuellement, tous ces aliments qui regorgent de vitamines, de minéraux, de ligo-éléments, et de prana aussi, de chi, de principes vital dont on a besoin. On ne peut pas dire qu'il n'y en a qu'un, c'est l'ensemble de tout ça. Oui. Selon toi, quels sont les facteurs influençant la beauté de la peau? Donc déjà de notre intégrité, sang, lymphe, les liquides qui nous composent à 71%, sans carence, sans surcharge, avec le minimum d'oxydation. La peau est bien sûr le reflet de ces surcharges ou de ces éléments indésirables, tout autant que des carences qui peuvent altérer la physiologie de la peau. Donc on pense au complexe B, on pense au zinc, on pense à beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, tout ce qui va altérer l'état biologique de notre terrain, l'environnement, facteur numéro 2, je pense essentiel, puisqu'il n'y a pas que l'intérieur, il y a l'extérieur qui nous parle de notre confrontation au milieu, donc aux pollutions. Aujourd'hui, on a une démultiplication de réponses allergiques, notamment, au niveau cutané, pas seulement respiratoire, qui témoigne d'une charge de polluants et d'éléments indésirables énorme. Et ça devient difficile de trouver un coin à l'abri de cela sur notre planète. Le terrain humoral, les polluants, l'état intestinal, bien sûr, c'est un lien important en médecine chinoise, hein, le lien entre les voies respiratoires, mais aussi l'intestin et la peau. C'est un trio qui fonctionne ensemble. Et qui dit peau, dit microbiote, donc, hein, dit équilibre de la flore. Après, on va passer à des facteurs, bien sûr, d'ordre plus psychologique. On en a déjà parlé. Hein, on a le teint de nos émotions, de nos humeurs, de nos relations à l'autre aussi. Il y a très souvent dans les troubles cutanés une dimension, un conflit de contact, comme on dit en psychologie. Hein. On donne souvent l'exemple de cet adolescent qui traverse une période de vie difficile et qui est à la fois dans un besoin éperdu d'être aimé, d'être touché, embrassé, câliné, et qui est à l'opposé dans une trouille totale de s'investir dans ce changement de vie. Et ce conflit de double contrainte, on le retrouve très très souvent dans les acnés de l'adolescence. On parlait jadis de conflit du lépreux également. Au Moyen-Âge, on sait qu'on mettait des clochettes aux lépreux pour maintenir les autres à distance et éviter les épidémies. Eh bien, il y a très souvent dans les troubles cutanés aujourd'hui cette dimension inconsciente de maintenir les autres à distance. Je suis intouchable, quelque part. Mais, bien sûr, paradoxalement, je crève de besoin d'amour aussi. Voilà, c'est un petit peu l'essentiel des facteurs sur lesquels on pourrait travailler si on envisageait une approche pluridisciplinaire de l'esthétique. Tes 5 conseils avisés pour garder une belle peau? À part le fait de bien dormir, de bien se nourrir, de surveiller ses éliminations naturelles, savoir choisir les produits qu'on utilise aussi depuis la douche au bain et au démaquillant, etc., sans se laisser entraîner dans les séductions des vendeurs et des marques, le plus simple étant souvent le plus efficace, les eaux florales, les eaux pures, et le savon en soi qui est relativement une aberration puisque son pH est régulièrement beaucoup trop alcalin par rapport à l'acidité naturelle de la peau. Après, je crois que s'offrir de temps en temps un sauna facial, des masques à l'argile, des masques au pollen frais qui sont super efficaces aussi. Qu'on soit homme ou femme, c'est quelque chose d'intéressant. On a d'ailleurs une consommation de plus en plus importante de soins cutanés pour les hommes. Hein. C'est connu de la plupart des marques. Et on sent bien qu'ils tournent aussi leurs accroches commerciales vers le public masculin de plus en plus. Et pourquoi pas. Dans le contexte d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne alternance des rythmes d'activité-repos, je crois que c'est l'essentiel. Pour finir, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin
Donnons du sens à notre vie, soyons en accord avec la petite voix de l'âme, de l'intuition, qui en dernier mot nous parlera toujours d'amour, nous parlera toujours de réconciliation avec soi, avec les autres, avec l'univers. Et la peau n'aura plus le besoin, dans ce cas-là, de nous parler de nos souffrances et de nos frictions les uns avec les autres. Et je pense qu'elle rayonnera de quelque chose qui pourrait s'appeler la fraternité entre les uns et les autres. Merci infiniment, Daniel. Merci à toi, merci.